Abidjan, il faut revoir la qualité des transports publics. Si la société en charge de l'entretien de son parc, transport abidjanais, si la société en charge s'occupait de l'entretien de son parc pour encourager tout le monde à l'emprunter, cela participerait à la réduction des bouchons qui donnent le tournis et provoquent la colère. La qualité des transports publics reste à désirer. Si la Côte d'Ivoire dispose d'une société de transport de personnes presque de qualité, ce qui n'existe pas dans certains pays africains, il est tout de même bon de signaler la vétusté des bus et bateaux-bus et surtout l'irrégularité même de ces bus. On comprend aisément les raisons qui motivent certains Ivoiriens à ne pas les emprunter puisque les horaires de passage entre deux bus peuvent parfois aller jusqu'à plus de 40 minutes et quand ils arrivent, tout le monde s'empresse à monter et c'est des odeurs nauséabondes de la transpiration. Pour celui qui va au travail, c'est comme il reprenait sa douche au cours de la route. De l'extérieur comme de l'intérieur, aucun entretien. Et pourtant, ce n'est pas les sociétés d'entretien qui manquent à Abidjan. Il faut tout de même reconnaître les efforts déployés pour voir l'étendue des bus à travers certaines villes de province, mais il faut accentuer sur la propriété. Il aurait dû dire sur la propriété peut-être et la régularité des passages de bus. Au niveau des bateaux-bus, on ne sait pas combien de fois il faut attirer l'attention du ministère en charge des transports, de veiller à la rénovation des gares qui datent de plusieurs décennies sans jamais subir une seule couche de peinture et la rouille qui abîme les fers qui servent parfois de mesure de sécurité. Sans compter le visuel sur les bateaux-bus, c'est déplorable. Mais si la société de ce transport ne s'améliore pas, comment peut-elle inciter les citadins à l'emprunter? Le moment n'est pas venu de commander de nouveaux bateaux-bus au regard de la Coupe d'Afrique des Nations de 2023 qui va convoyer beaucoup d'étrangers sur le territoire ivoirien. Et si on veut ou doit faire beau, il faut aller dans tous les sens pour montrer le niveau de la qualité de vie des Ivoiriens et surtout du transport public. Il y a des bus qui n'ont pas de plaque d'immatriculation et qui roulent en ville. Les arrêts sont défectueux, exposant les passagers en cas de pluie. Les étrangers arrivent bientôt pour assister à la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut leur mettre plein les yeux sur les avancées notables des acquis du pays et cela commence par le transport public. Quand on veut porter un nom, il faut en assumer les conséquences et sur ce sujet, ce n'est pas les moyens qui manquent à l'État ivoirien, mais de la conscience et de la volonté politique ferme. Une couche de peinture sur les bateaux-bus ferait du tort à qui? Laver les bus qui roulent dans la ville ferait tarir quel budget? Il faut revoir cette politique qui dévalorise. C'est un article de Joël Etienne qui a été tiré sur businessactuality.com pour ceux qui voudraient vérifier. Sujet numéro 2. Inondation en Afrique de l'Ouest. Il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. La saison des pluies bat son plein en Afrique de l'Ouest où des cas d'inondation meurtrières sont signalés par-ci, par-là. Ainsi en est-il de la Côte d'Ivoire où le seul mois de juin a enregistré pas moins de 19 morts avec en surplus des effondrements d'édifices. Au Niger, plusieurs régions, dont celles de Zinder, Talabere, Maradi, Difa et Tawa, sont déjà touchées, occasionnant au 29 août 2022 plusieurs dizaines de morts, des milliers de sinistrés et de nombreux dégâts matériels.
au Burkina Faso, les Albards, tombés le 19 juillet 2022, qui ont duré pratiquement toute la journée, ont-elles causé bien des frayeurs et des dégâts matériels dans la capitale burkinabé, où certains quartiers se sont retrouvés coupés du reste de la ville en raison de l'envahissement des eaux. C'est dire si les saisons de pluie se suivent et se ressemblent avec leur lot de misère et de catastrophes, tant le phénomène est devenu récurrent dans cette partie de l'Afrique. Mais les responsabilités sont partagées entre populations, à l'incivisme coupable et gouvernement, au laxisme parfois criminel, quand ce dernier ne manque tout simplement pas à ses devoirs régaliens. En effet, quand ce ne sont pas des populations qui brillent par leur comportement inconvenant, c'est le service public qui se montre défaillant par son manque d'anticipation. Ainsi, on ne dénoncera jamais assez le comportement déviant de ces citoyens qui, au-delà de l'occupation anarchique de l'espace public, prennent un malin plaisir à jeter toutes sortes d'ordures ménagères dans les caniveaux d'évacuation des eaux. Certains vont même jusqu'à installer des kiosques et des boutiques sur des dalles de caniveaux, rendant leurs accès impossibles aux services publics en cas de nécessité de curage. D'autres jouent à la dure oreille, si ce n'est à l'insouciance, en s'installant délibérément dans des zones inondables, malgré les mises en garde et autres messages de sensibilisation. Et que dire de ces citoyens-là, dont la culpabilité les pousse à se déplacer de site précaire en site précaire, après avoir bradé le lopin de relogement à eux attribué. Tout cela au nez et à la barbe d'autorités publiques souvent impuissantes et qui ne se montrent pas toujours prévenantes, encore moins à la hauteur des aspirations des populations. Comment peut-il en être autrement quand la politique politicienne, avec ses calculs à la petite semaine, a tendance à prendre le dessus sur tout, avec des dirigeants qui sont loin d'être des paragons de vertu en matière d'attribution de marché et de gestion de la chose publique. Il faut que ça change. Il est donc temps de mettre les gens devant leurs responsabilités. D'autant plus que, cette année, les prévisions météorologiques prévoient des précipitations moyennes à excédentaires sur la période de mai à août 2022 dans la bande sahélo-sahélienne ou, si vous voulez, sahélo-soudanaise qui couvre la majeure partie des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est dire s'il y a la part de la nature, notamment avec les changements climatiques, mais aussi celle de l'action de l'homme lui-même. Ceci étant, les conditions de vie des populations qui vivent déjà dans le dénuement sont certes rendues plus difficiles en raison des coûts élevés des matériaux de construction, mais la pauvreté ne saurait tout expliquer, ni absoudre à bon compte des comportements qui frisent parfois l'inconscience. C'est dire s'il est de la responsabilité des pouvoirs publics de se donner les moyens d'en finir une fois pour toutes avec ce phénomène des gens qui s'installent dans les zones inondables au mépris de la réglementation en vigueur. En la matière, ils doivent se montrer fermes et intraitables, quitte à faire des mécontents aujourd'hui pour sauver des vies humaines demain. De même, l'État devrait pouvoir user de son autorité à l'effet de mettre de l'ordre face au phénomène d'occupation anarchique de l'espace public. Il appartient aussi aux populations elles-mêmes de changer de mentalité en adoptant les bons comportements et en évitant de jeter les ordures ménagères dans les caniveaux. C'était tiré d'un journal burkinabé qui s'appelle Le Pays. Sujet numéro 3. C'est pour poser question. Parle mon VK, parle. Ces réflexions ci-dessous sont de mon ami Koulibaly Lassina, entrepreneur à Korogo, qui m'a aimablement autorisé à les reproduire. Le douanier veut devenir milliardaire. Le policier sur la route veut devenir milliardaire.
L'agent des eaux et forêts, chargé de la surveillance de la faune et de la flore, veut devenir milliardaire. L'agent du fisc, l'agent des finances veulent tous devenir milliardaires. Les politiciens veulent devenir milliardaires, car dans la conscience populaire, tous les ministres sont multimilliardaires. Les fonctionnaires, pour la plupart, veulent devenir eux aussi milliardaires, car ils ont vu de rares collègues le devenir par des pratiques douteuses. Les adolescents et les jeunes aussi sont très pressés. Ils disent que les études sont longues et ennuyeuses, comme le pense leur star de la chanson. Ils deviennent donc des dealers, des arnaqueurs sur Internet ou font des rituels diaboliques bizarres et ahurissants pour devenir milliardaires. Les jeunes filles ont vu la Miss et ses dauphines recevoir des cadeaux, voitures, bijoux et même des honneurs. Alors, les jeunes filles se disent que la beauté devrait leur permettre d'atteindre le paradis. Certaines influenceuses ont dit aux jeunes filles qu'avec leur seule beauté, on peut tout obtenir. Alors les jeunes filles ont commencé à gérer des organes de la virilité pour devenir milliardaires. Au pays, on appelle ça gérer busy. Les journalistes, eux aussi, veulent devenir milliardaires. Alors, ils écrivent des articles dithyrambiques pour les plus offrants. Aucune éthique, aucune conscience morale. Les professeurs d'université veulent devenir eux aussi milliardaires. Alors, ils sont dans la flatterie pour intégrer les cabinets ministériels. Les fils du pays, partis en Occident, donnent l'illusion d'être devenus milliardaires en publiant de belles photos, en général sur Internet. Les jeunes filles restées au pays, qui n'ont aucun réseau pour devenir milliardaires, se disent donc qu'il faut traverser la Méditerranée pour devenir rapidement milliardaire. Il paraît que l'or rend riche. Le pays se transforme donc en un vaste chantier d'orpaillage. On creuse, on pollue l'eau, on coupe les arbres un peu partout car il faut devenir rapidement milliardaire. Bientôt, certains creuseront même dans leur propre salon pour dénicher la grosse pépite. Des escrocs se transforment en religieux, des bouffons de cyberactivistes qui changent de camp selon la constance de l'enveloppe, des chanteurs, vociférateurs au qui-eu, qui n'envieraient pas à un porc, passent pour être de nouveaux leaders, les nouveaux baromètres intellectuels. Tout le monde veut sa part de milliards. Je ne sais pas de quel pays parle mon ami Koulibaly Lansina, peut-être de la Guinée, où tout se compte en milliards. Mais ça ressemble furieusement au pays mien, qui est justement voisin de la Guinée. Je ne sais pas trop si nous réalisons les conséquences de cette course effrénée à l'enrichissement en vitesse sur nos vies individuelles, sur notre propre pays. Réalisons-nous que nous avons détruit notre pays et que nous n'en avons pas un autre pour le remplacer. Un peu partout sur le globe, l'homme détruit tout juste pour de l'or. L'or qui ne se mange pas, qui n'a de valeur que celle que l'homme lui a attribuée. J'ai entendu à la radio que les forêts amazoniennes sont en train de partir de plus en plus en fumée parce qu'on y compte des incendies en milliers chaque année. Toutes les forêts sont en train d'être détruites partout dans le monde. Nous en connaissons tous les conséquences, mais cela ne nous dissuade pas. Chez nous, ce sont les terres, les rivières et les fleuves que nous détruisons pour trouver de l'or. Après avoir déjà saccagé nos forêts, parce que nous voulons tous devenir milliardaires. Aujourd'hui, ce sont les orpailleurs, les pasteurs escrocs, les cyberactivistes, tout aussi escrocs, les influenceurs et influenceuses au qui-eu
c'est-à-dire quotient intellectuel, qui n'envierait pas un porc, comme le dit Lancina, ou qui ne réfléchissent qu'avec leurs fesses, parfois disproportionnées, qui mènent notre société. C'est notre nouvelle intelligentsia. C'est leur compagnie que cherchent nos princes. Ce sont eux qui les inspirent. Honnêtement, j'ai peur pour notre cité. J'ai peur pour notre pays. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Aussi développée sera-t-elle si nous ne changeons pas de logiciel, si nous n'inculquons pas d'autres valeurs à côté de la recherche de la richesse qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Ce qui devrait changer, c'est la manière de chercher à acquérir cette richesse. C'était un article de notre aîné Venance Conan et c'est tiré de Fraternité Matin pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Sujet numéro 4. Le taux de corruption a passé à 40%. Des chefs d'entreprise suscitent le débat. Des chefs d'entreprise suscitent le débat autour de la corruption au cours d'une table ronde sur le thème « La corruption n'est pas une fatalité ». Dans le cadre de ces activités, African Certification of Corporate Governance, en abrégé ACCG, a organisé une table ronde sur le thème « La corruption n'est pas une fatalité ». C'était le vendredi 9 septembre 2022 à la Maison des Architectes à Abidjan au Plateau en Côte d'Ivoire. C'est un programme financé par la Banque mondiale pour la certification à la bonne gouvernance en collaboration avec Erocham et Siemens International. On a souvent reproché aux petites et moyennes entreprises la mauvaise gestion, la malgouvernance. Nous faisons un travail de sensibilisation à travers des masterclass sur la bonne gouvernance et la bonne gouvernance d'entreprise, des programmes de coaching et des tables rondes comme celle-là qui portent sur la corruption. Nous faisons venir des dirigeants d'entreprise ou des sachants à des tribunes pour nous entretenir sur leurs institutions. Quels sont les mécanismes et les outils, car nous sommes convaincus que nous pouvons parvenir à un changement de mentalité sur ce fléau qui gangrène nos économies par la réalité est que c'est un cercle vicieux. Les chefs d'entreprise n'ont pas envie de faire la corruption, mais ils sont parfois pris dans les engrenages. C'est un cercle vicieux. C'est un schéma d'ensemble qui se met sur place. Ça ne va pas commencer un jour, mais il faudra commencer quelque part, explique Valentine Kouassi-Vanier, présidente de la société de prestation de services aux PME-PMI. Selon elle, les gens se sont installés dans quelque chose qui paraît comme une fatalité, alors que l'Afrique perd 148 milliards de francs CFA chaque année, et il semble qu'en Côte d'Ivoire, le taux de corruption est passé à 40%, alors que le manque à gagner, les manques à gagner peuvent servir à couvrir les budgets de l'éducation ou même de la santé de nos populations en Côte d'Ivoire. Notre objectif est de faire comprendre qu'on ne peut pas parler d'évaluation, de croissance, de niveau de vie d'un pays si on est plongé dans la corruption. Comme on le dit, la guerre naît dans l'esprit des hommes. C'est de la même manière que la corruption naît dans les esprits des hommes. C'est donc de cette même manière qu'il faut la combattre. Que ce soit le secteur privé ou le secteur public, tout le monde est concerné. La corruption n'est pas une fatalité. Il faut donc que chacun s'y mette pour bouter hors ce fléau parce qu'il y va de notre vie. Le contre-amiral Ange Kessi Kwame, commissaire du gouvernement près du tribunal militaire, panéliste à cette table ronde. Quand on parle de la lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement, mais une affaire de tous. Je lis comme lui, parce que c'est un militaire, il ne veut pas qu'il me mette en prison. Quand un chef de village va payer le concours pour son enfant, ce n'est pas le gouvernement qui l'envoie. Quand quelqu'un va donner de l'argent à un acteur public pour avoir rapidement son document, ce n'est pas le gouvernement.
Les citoyens doivent être des acteurs majeurs de la lutte contre la corruption, à quelque niveau que ce soit, souligne Laurent Malan, magistrat hors hiérarchie et président de Transparency Justice. Pour Joseph Hamon, président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, la corruption gangrène le pays et on va de mal en pire. Il existe plusieurs types de corruption. Il y a la corruption passive, la corruption active visible et la corruption abstraite. Et partout, on relève la même chose. Cette conférence nous a permis de donner des pistes de solutions, notamment la communication et la sensibilisation, parce qu'on s'est rendu compte que la pénalisation n'a rien donné, a-t-il conclu. Et donc, chers tous, c'est vraiment très important pour chacun de nous. Tant qu'on continuera, chacun de nous est un corrompu et un corrupteur. Et comme disait Platon, on ne va pas explorer l'aspect philosophique de la corruption, mais Platon disait que tout est corruption. Et ce n'est pas faux dans un certain sens. Quand on prend par exemple, de façon abstraite, moi, éclaireur pro vérité, pour aller faire une carte d'identité, quand j'appelle Koudou Marius pour lui dire il faut me faire ma carte d'identité, alors que je connais la voie normale, c'est un exemple que je prends, je n'ai pas dit que c'est un fait réel. C'est aussi de la corruption passive, ou même si vous voulez abstraite. Et la corruption, souvent même certains l'exercent sans s'en rendre compte. C'est quand elle est active et visible que ça gêne beaucoup de personnes. Mais à quelque niveau que nous nous situons, nous pensons que nous ne faisons pas de mal à quelqu'un tant que ça nous arrange. Mais en même temps, ce qu'on oublie, c'est que chaque acte de corruption détruit notre société d'une manière ou d'une autre. Et un des exemples que tout le monde peut voir, à cause de la corruption, la Côte d'Ivoire perd plus de 1400 milliards par an. Prenez ce seul exemple. Cela pouvait déjà couvrir les frais pour construire de nouvelles écoles, ou bien améliorer la qualité de l'enseignement dans nos écoles, ou bien même, cela même pouvait permettre même de donner de l'assurance médicale à des milliers d'Ivoiriens, sinon des millions d'Ivoiriens. Prenons ces 1400 milliards. Si chacun de nous arrête avec la corruption et ingérons-le dans un secteur comme la santé, on dit, bon, tous les Ivoiriens ont l'assurance médicale. C'est là qu'on se rendra compte que la petite corruption que chacun de nous fait, si on arrête, on va voir que tout le monde va bénéficier. Ça, c'est un. Et de deux, lorsque chacun de nous sera capable aussi de se dire que moi, toi, vous, nous tous, chacun de nous est tenu d'être responsable et de dénoncer la corruption, vous allez voir que le niveau de la corruption va baisser et ça va être encore quelque chose qui sera bénéfique à tous. Et donc, il faut que chacun se sente inclus, que vous soyez victime ou acteur. C'est vraiment très important. Sujet numéro 5. Dans la logique de sa mentalité alimentaire et villageoise, la gbagosphère a toujours confondu infrastructure, équipement public et ostentation. Pouvait-on comprendre au FPI de M. Laurent Gbagbo en minuscule que la modernisation économique et les échanges pouvaient être la force motrice d'un travail de construction nationale et de transformation de la communauté ethnique en peuple démocratique et en société civile. La compréhension de ce chiffre de la modernité requiert de la capacité cognitive et politique manifestement au-dessus des forces d'un parti caractérisé par la médiocrité absolue et la logique du nivellement de la société par le bas. Avec le FPI, plus vous êtes vulgaire, plus vous êtes grégaire, plus vous êtes sommaire, et de l'importance, vous en avez. L'incapacité du FPI, devenue par malhonnêteté politique PPACI de M. Laurent Gbagbo en minuscule, aura proposé aux Ivoiriens une alternative socialiste dans la logique d'une vision moderniste de la nation et du peuple, est enracinée dans sa vision moyenâgeuse du corps politique. On ne mange pas les ponts, on ne mange pas les goudrons, on ne mange pas les routes. Fut logiquement la profession de foi de cette vision moyenâgeuse, mendicatrice et autocratique
de la politique du FPI-PPACI. Est-ce étonnant que la Côte d'Ivoire de M. Laurent Gbagbo, en minuscule 2 fois, dont le modèle économique est l'économie de subsistance villageoise et la politique du ventre qui l'accompagne, ait été un désert infrastructurel, une poche de pauvreté de masse sous une dictature communautaire? Voilà donc bien la question posée. C'est un article de notre aîné Alexis Diet. Sujet numéro 6 et le dernier. Brille comme sous le soleil. Les champignons les plus goûteux poussent sur le fumier exposé au soleil. Du jus de raisin gorgé de soleil sort le bon vin. La Côte d'Ivoire, aux yeux des CNTistes, est perçue comme un gros tas d'immondices, juste bon pour les nourrir. Ce dépotoir public, ils le nourrissent des sangs humains, de méchanceté et surtout d'individualisme abject. Mais, vu qu'ils sont une bande d'ignorants, ils vont jusqu'à ignorer le lever même du soleil. Cela exacerbe leurs incapacités à mener à bien la moindre petite récolte, bien qu'ils soient nombreux. Vous avez bien compris que le soleil dont il est question ici s'appelle Alassane Ouattara. Cet être astral, immense, à tout du soleil. Il est l'élément catalyseur de toutes les situations, donnant vie non à la médiocrité, mais plutôt à l'excellence. Il repense toutes les initiatives. S'il juge utile, il donne vie à celles qui profitent à son peuple et laisse mourir les mauvaises, humiliant du coup leurs initiateurs. Et ils sont nombreux, les humiliés du bal. Parmi eux, certains reviennent la queue carrément entre les pattes. Louis XIV fut le roi soleil en France. Le nôtre de roi soleil, c'est bien Alassane Ouattara. Il est celui qui, par son ingéniosité, fait pousser la plus belle des fleurs sur la pourriture entretenue par une certaine opposition et une classe politique dont les membres sont aujourd'hui aux abois. Ils ont été délestés d'une vie au soleil qu'ils croyaient éternelle. Pour avoir trop longtemps abusé de l'escarcelle de la mer Ivoire, ils paieront de leur manque de générosité vis-à-vis de leurs concitoyens nécessiteux et abandonnés à leur triste sort. Nombreux seront parmi eux qui, ayant rendu leur dernier souffle, afficheront le masque du tourment sur le visage à l'image de ceux qui ont été méchants sur terre. Brille, Baba, lui, de 1000 feux. De tes rayons, donne vie à ceux qui sont porteurs de bien. Et que les méchants, privés de ta lueur, s'étiolent. Source, Mère Massiata Blanc. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'était tout pour aujourd'hui en termes de présentation de la revue. Je dis merci à tous les EPV et surtout, avant de donner la parole aux uns aux autres, j'aimerais que vous écoutiez une fois de plus, en appui au texte que Mère Blanc a dit, ce que le président Félix Houphouët-Boigny nous avait recommandé, en nous disant qu'il connaissait son successeur et que ce successeur avait de la qualité. Voici ce que Félix Houphouët-Boigny nous disait et je souhaiterais que nous écoutons cela ensemble. S'il y en avait, Il n'y en aura pas. vous ne craignez pas le désordre. Je ne veux pas de désordre. Je ne veux pas du désordre. Mais s'il y en avait, Il n'y en aura pas. pourquoi? Ah, je ne veux pas vous dire pourquoi. Mais il n'y en aura pas. C'est ce que je puis vous dire. Il n'y en aura pas. Et il n'y en aura pas. C'est un scénario classique quand un homme de votre envergure Oui. domine la vie politique de son pays
pendant tant d'années, Oui. est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'après on se déchire l'héritage? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. C'est pourquoi je veux que cela soit, qu'on connaisse mon successeur de mon vivant. Et on le connaîtra de mon vivant. Et après, c'est affaire de Dieu. Je souhaite que la Côte d'Ivoire fasse exception. Que la Côte d'Ivoire soit toujours un oasis de paix, de chien à boire. Mais la caravane de Côte d'Ivoire, une caravane de paix, d'amour, de fraternité réelle, passera. Vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous devons malheureusement confrontés. Le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. Il a accompli, malgré des difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. Notre pays a des atouts et qu'avec vous la jeunesse, il va encore étonner l'Afrique et le monde. Rassurez vos amis, vos parents, vos familles, en leur expliquant que des solutions existent. À partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes d'accord, puisque nous avons ce pacte, puisque nous nous sommes compris, considérez-vous comme la génération ado. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez entendu ceci. On ne va pas rentrer dans tous les décryptages. C'était pour venir en appui de ce que Mère Blanc disait. En tout cas, le roi Soleil, Alassane Dramane Ouattara, a fait ce qu'il pouvait. Et la promesse nous fouet à l'égard des Ivoiriens était une vérité. Mais ce que j'aimerais dire, ceux qui sont des anciens, plus que nous autres, demandez-leur combien de fois il faut féliciter quelqu'un publiquement. Et le jour que vous verrez Alassane Ouattara féliciter quelqu'un, vous comprendrez que c'est cette personne qui soit son successeur. Et il n'y a pas de hasard pour ceux qui savent où ils vont. Prêtez juste l'oreille et vous comprendrez beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, je vous dis merci.